Bonjour. Ça fait 4 ans que je consacre ma vie entièrement à la donnée. Et je suis content de partager un peu de tout ça avec vous aujourd'hui. Alors avant de vous présenter nos deux invités, je voudrais raconter... Ah, je suis parti sans la zapette. J'arrive. Je voudrais vous raconter 2 ou 3 histoires qui me sont arrivées dans ces 4 dernières années et qui ont permis de forger nos convictions sur la data. Alors la première, pour ceux qui étaient là l'an dernier, sur scène, il y avait ma collègue qui s'appelle Lise et qui vous a raconté une grosse histoire de lapin. Donc je ne sais pas si vous étiez là, certains d'entre vous étaient là, je vais la résumer rapidement. Je suis arrivé il y a 4 ans chez Open et j'étais content de faire de la data et j'ai dit à Frédéric qui est là-haut et puis aux autres membres du COMEX d'Open, je leur ai dit bon, il faut engager 100 data scientists, le sujet de la data est crucial, on va y arriver, on va générer de la valeur, etc. Puis on a eu un premier client qui m'a dit attends, je te file toutes les données que j'ai et tu vas m'expliquer pourquoi les gens qui prennent des rendez-vous avec moi ne viennent pas. Et donc là, j'ai mis mon armée de data scientists là-dessus. Ils ont tous regardé, puis il y en a un qui est venu au bout de 2 jours. Il m'a dit, j'ai trouvé cette colonne-là, quand on ne remplit pas le numéro de téléphone, eh ben, il ne vient pas. Ah. Je me suis dit, c'est magique, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. On a une colonne qui explique tout le modèle, etc. Puis, on se prépare, on fait une super presse PowerPoint pour expliquer au client qu'il faut bien remplir le numéro de téléphone et comme ça, on est sûr que le gars viendra. Et puis, le client nous répond assez rapidement. Ah, mais en fait, cette colonne numéro de téléphone, on l'a remplie qu'après le rendez-vous. Donc, forcément, ceux qui avaient rempli le colonne de téléphone étaient venus au rendez-vous. Donc, du coup, j'ai dit, OK, stop, les data scientists, j'ai pigé. Ça sert à rien. Il faut des gars qui comprennent. Il faut des gars du métier. Il faut des gars qui comprennent ce qui se passe vraiment. Et donc, je me suis armée de data analystes d'un coup, qui sont venus, qui connaissent parfaitement tout ça, et qui m'ont fait un peu de graphe de corrélation. Et ils m'ont dit, regarde, on a trouvé une super corrélation qu'on est capable d'expliquer. Les revenus générés par les jeux d'arcade comparatifs aux thèses qui ont eu des awards aux États-Unis en informatique. Quand même, les graphes sont de manière troublante corrélés. Et les gars, les data analystes, ont passé des heures et des heures et des heures à essayer de comprendre pourquoi l'un impliquait l'autre. C'est là que, encore une fois, je me suis dit non, attends, ça suffit pas, Stéphane. Il y a évidemment ce sujet de corrélation, mais il faut aussi qu'ils comprennent la différence entre causalité et corrélation. Et donc, ça ne suffit pas de mettre des data analystes qui essayent de comprendre le métier. Il faut aussi des data scientists qui leur expliquent que la causalité et la corrélation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, je commençais à avoir une équipe complète, donc des data scientists, des analystes qui parlent avec le métier, des gens qui savent expliquer tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il manquait encore un 3e paquet. On s'est attaqué aux élections américaines. Et puis nous tous, convaincus comme on était, on a analysé les sondages. Et puis nous tous, on a dit, c'est cool, c'est Hillary qui va gagner. Facile, la première femme aux États-Unis qui va gagner. Mais on était archi convaincus. Et pas que moi. Tous les journaux américains étaient archi convaincus. Et pourquoi ils étaient archi convaincus que ça ? Parce qu'ils travaillaient sur des fausses données, sur des données erronées, sur des données pas mises en qualité, sur des données pas traitées, sur plein de choses de ce type-là. Et donc, d'un coup, on comprend l'intérêt aussi de la partie technique, de la partie qualitative. Si je peux donner un autre exemple qui a changé la face du monde, on peut penser que celui-là a changé la face du monde. Ça veut dire les sondeurs qui sont partis des sondages nationaux pour donner des conclusions locales dans des gros journaux comme New York Times et qui ont fait en sorte que les électeurs d'Hillary n'aillent pas voter tellement ils étaient sûrs qu'elle allait gagner, a changé la face du monde. D'autres qui ont utilisé des fausses données ont aussi changé la face du monde. Christophe Colomb, par exemple,
qui avait des données erronées. Lui aussi a changé la face du monde. Et donc, maintenant, on arrive enfin, au bout de 4 ans, à se dire il y a 3 composantes dans ce monde de la data. Une composante scientifique, une composante d'expertise et une composante technique. Et ces 3 composantes doivent vivre ensemble. Et je crois que c'est pour la première fois dans nos mondes, en tout cas dans cette transformation qu'on est en train de vivre, où il faut qu'on fasse vivre quotidiennement ces 3 personnes-là ensemble qui viennent d'entités différentes, qui viennent culturellement de mondes différents. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Guiraud et à Gérard de venir avec moi ce matin pour nous expliquer en fait quel va être ou quel doit être le modèle opérationnel qui va nous permettre d'exploiter au mieux la data. Donc Guiraud, Gérard, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec moi. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, mais en fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le modèle opérationnel que vous avez mis en place chez Natixis et Engie et qui nous permet d'exploiter la data là-dessus? Guiraud. On s'est mis d'accord avec Gérard, je commence. Merci Gérard. Bonjour à tous. Donc je suis Guiraud Lame, je suis en charge d'un projet qui s'appelle Data for Business, pardon, je vais y arriver. Data for Business au sein de Natixis. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le sujet de la data est appréhendé par 3 composantes dans notre entreprise. La composante gouvernance CDO assez classique que vous connaissez de gouvernance de la donnée. Une composante facilitation IT, donc avec des infras et avec des experts data scientists. Et puis cette composante data for business qui vient d'être créée, hein, je viens d'arriver. Où l'enjeu, c'est un peu, pour faire un lien avec ce que tu disais Stéphane, faire le lien avec les business et avec les besoins, parce que le sujet il est quand même là, c'est répondre à des besoins business. Voilà. Elle a quel âge cette entité? Elle a la mienne. Oui. Elle a 2 mois. Non, toi là-bas, mais oui. le Data for Business a aussi 2 mois. Ça oui, Data for Business a 2 mois, oui, tout à fait. Ok. Gérard? Donc bonjour, Gérard Guinamont. Donc moi je suis Chief Data Officer du groupe Engie. Voilà, c'est un poste, c'est une fonction qui a été créée il y a un peu plus d'1 an à présent, que j'ai prise il y a 1 an, qui est une fonction nouvelle. Et cette fonction a été construite volontairement dans une approche assez systémique, comme vient de le dire Stéphane, avec globalement 3 dimensions. Une première dimension que j'appellerais stratégie et gouvernance. Donc là, je travaille plus particulièrement avec les CEO des business units pour les aider à définir une stratégie data en lien avec leur stratégie business. Et je travaille aussi avec des Chief Data Officers qui ont été donc nommés aussi, créés dans chaque business unit. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de cette approche, c'est une dimension scientifique autour de la data, donc de la data science, avec la création d'un réseau et d'une communauté de data scientists partout dans le groupe. Et enfin, la troisième dimension est la dimension technique. C'est celle, j'allais dire, qui va être la plus centralisée, puisqu'elle a donné naissance à un écosystème technologique autour de la donnée, que j'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu plus tard. Voilà, donc mon rôle, c'est un rôle, je dirais, plutôt de directeur de programme. Ce programme, on l'a appelé Data at Engie, et qui vise à faire de la donnée chez Engie un véritable asset de l'entreprise, un nouvel asset, au même titre que historiquement, on a été capable de gérer des usines, des portefeuilles clients, des collaborateurs. Donc maintenant, le challenge, c'est de gérer la donnée comme un nouvel asset. J'ai une première question pour vous. Vous venez de 2 mondes différents. Natixis est un monde de data depuis 30 ans, 50 ans, 100 ans. Vous êtes une boîte de data. Engie, ce n'est pas le cas. Comment l'ensemble de l'entreprise voit ces initiatives? Est-ce que c'est facile de l'embarquer et est-ce que c'est votre premier sujet?
Alors effectivement, une banque, vous en doutez, notre premier asset, et c'est pas depuis 2 mois, c'est pas depuis 6 mois, c'est depuis beaucoup plus longtemps, c'est la donnée. Les produits bancaires et financiers se traduisent par des données dans des systèmes, c'est notre asset de base. Donc du coup, nos business, nos patrons, ils travaillent la donnée tous les jours, ils savent faire leur core business, on sait répondre aux besoins réglementaires, on sait faire notre core business sur la data aujourd'hui. Du coup, mon sujet, c'est comment aller plus loin. C'est passer la marche du dessus, c'est faire comprendre qu'il y a de la valeur en plus à tirer de cette donnée-là, créer des nouveaux produits, avoir des nouvelles approches commerciales, faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Mais du coup, pour répondre à ta question, l'expertise data, j'en ai partout. Les banquiers, ils travaillent la donnée tout le temps. On a des actuaires, on a des analystes quantitatifs, des quants dans les équipes. Mais est-ce que tu les vexes pas un peu, du coup, parce qu'en leur disant on peut faire mieux que ce que vous faites depuis 30 ans? Alors c'est tout à fait mon sujet, c'est effectivement d'articuler mes experts métiers data historiques, et heureusement qu'ils sont là, c'est eux qui connaissent les sujets, les produits, les flux financiers, les modèles de pricing, etc. Avec une expertise data scientist à côté. Tu le disais, c'est une science, hein, il y a des expertises qu'on peut combiner, et c'est tout l'enjeu que j'ai aujourd'hui. Donc cette combinaison de nos experts métiers qui travaillent la donnée et des experts data qui ne peuvent pas travailler tout seuls non plus, sans l'expertise métier. Et paradoxalement, ça doit être plus simple chez toi. Alors, pas forcément. C'est vrai que le contexte dans une entreprise d'énergie, le contexte autour de la data est un petit peu différent. Alors, je ne dirais pas qu'on n'avait pas de data, parce que sinon, et qu'on ne traitait pas la data. On la traitait sur une partie assez petite de nos activités, essentiellement sur nos activités commerciales B2C, traditionnelle vision 360 de nos clients, quand on leur vend de l'électricité et du gaz. On le travaillait aussi parce qu'on a aussi une activité proche de l'activité bancaire avec l'activité de marché de l'énergie. Donc là aussi, la data est très importante. Puis enfin, la finance, bien évidemment, depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Mais sur le reste de l'activité, finalement, beaucoup de données, mais pas beaucoup d'utilisation de cette donnée. Et aujourd'hui, ce qui est probablement différent d'une banque, c'est que nous, c'est carrément, je dirais, vraiment le CEO du groupe, Isabelle Cocher, qui a pris en charge ce sujet de la donnée. Et quand je disais faire de la donnée un nouvel asset du groupe, elle est elle-même fortement convaincue que la donnée va nous permettre de transformer notre business. Comme beaucoup d'entreprises, sans doute dans cette salle, on est confronté à un changement de business model dans l'énergie. On va passer d'un métier de producteur d'énergie et vente d'un produit à un métier de vente de services, puisque finalement l'électricité va se produire de plus en plus localement, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Et notre métier est d'apprendre finalement et d'aider nos clients, quels qu'ils soient, à produire leur énergie, à mieux consommer leur énergie, à mieux épargner leur énergie, à mieux la vendre, à mieux l'acheter. Donc on change complètement de métier. Et quand je décris cette nouvelle chaîne de valeur, on voit bien que la donnée est un élément important. C'est finalement à la place de l'électron et de la molécule, qui était notre asset de base, c'est la donnée maintenant qui devient le nouveau moteur. Donc on est plus aujourd'hui drivé par cette volonté d'utiliser la donnée comme un sujet d'appui à la transformation de notre business model et de recherche de valeur et d'aide à se transformer, plus qu'un sujet, je dirais, réglementaire. Et ma question est, vous êtes les deux, vous dépendez les deux de la DSI d'une certaine manière. J'ai deux questions derrière ça. Est-ce que ça cache une vision de ce sujet data qui est technique? Première question. Est-ce que en fait, on l'adresse d'une manière technique en première? Et deuxième question, est-ce que les petits copains d'ailleurs, ils acceptent votre position centrale et ils acceptent de passer par vous pour les usages data, ou est-ce que vous faites un peu court-circuiter de temps en temps là-dessus? C'est des très bonnes questions. Donc est-ce que, sur le premier point technique,
en fait, la création de la fonction Data for Business au sein de Natixis, je pense qu'elle est aussi le résultat du chemin, de la structure de l'entité de la boîte Natixis sur la data. Et on a eu une démarche plutôt solution oriented, enfin orientée solution jusqu'à présent, où on a mis le paquet sur construire des data lakes, mettre en place des équipes de data science au sein de notre digital factory. Voilà, donc tout ça, on l'a mis en place. On est allé chercher des use cases, on a essayé de faire en sorte que ça prenne, et puis ça prend, mais pas beaucoup. Donc l'enjeu de ma fonction, c'est bien ça, c'est de faire ce lien avec le business et faire que ça prenne. Après, sur ton deuxième sujet qui est le positionnement, alors effectivement, le sujet data est au sein de la structure qui pilote donc Luc Barneau, qui est responsable à la fois de l'IT et du digital. Donc je suis dans cette structure-là, dans la composante digitale. Et oui, parfois je me fais court-circuiter. Oui, parfois il y a des business lines qui sont très matures sur les sujets donnés, qui ont recruté leur propre data scientist. Et alors, et tant mieux, moi j'ai envie de dire. Parce que du coup, ils y sont. S'ils n'ont pas besoin d'accompagnement, j'agis pas. S'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, peu importe lequel, on est là. Donc voilà. Et chez toi, c'est pareil ? Alors, moi, je n'ai pas choisi de créer une structure, hein, comme vous l'avez sans doute compris. Je suis directeur d'un programme de transformation. Et donc, j'ai une petite équipe autour de moi, bien évidemment. Je ne fais pas ça tout seul. Sinon, je ne serais pas là. Je suis en train de bosser. Et donc, mon rôle est plutôt de mettre en mouvement toutes les business units sur les 3 sujets que j'évoquais, stratégie, data science et technologie. Donc, j'ai moins de chances de me faire court-circuiter puisque finalement, j'ai pas d'équipe. Hein, et je suis plutôt là à entraîner et à faire bouger la totalité du groupe sur cette question de la data. En ce qui concerne le rattachement, donc moi, je dépends aussi du Chief Digital Officer et CIO du groupe qui est membre du COMEX. Ça, c'était un choix aussi d'Isabelle Kocher de mettre... Donc Yves Le Gélard en tant que membre du COMEX, donc il est assis à la grande table, et ça c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans un grand groupe comme Engie, quand on dépend d'un membre du COMEX, ça change beaucoup de choses. Hein. On est quand même dans une culture où voilà, le positionnement de la fonction dans l'organisation est quelque chose de très important. Après, sur la question technique, est-ce qu'on est plus tiré par la technique ou pas? Comme je disais, moi, c'est vraiment une approche systémique. C'est vraiment les 3 sujets que j'essaye de tirer. Ça dépend des jours. Des jours, je tire plus sur la technique, d'autres jours plus sur la data science, d'autres jours plus sur la stratégie. Ça dépend des business units. Voilà, je fais en sorte que les 3 sujets avancent un peu en crabe et un peu en parallèle, en essayant de faire en sorte qu'ils se croisent le plus possible. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, la technique est un point important de ralliement. Quand on veut, comme je disais, faire de la donnée un nouvel asset et comme on le dit aussi, un bien commun d'Engie, c'est-à-dire qui doit circuler au-delà des frontières organisationnelles pour aller chercher de la valeur additionnelle qu'on n'a pas exploitée jusqu'à présent, il est très important d'avoir aussi finalement un écosystème technologique qui rend possible cette identification, ce stockage et ce partage et l'analyse des données. Donc la composante technique, elle est essentielle. Et de mon point de vue, elle a été aussi importante en tant que catalyseur pour montrer très vite que des choses existent. Les cas d'usage, j'y travaille, c'est très important aussi, parce que c'est bien grâce à ça que la valeur va être produite. Mais il y a toujours un peu de retard à l'allumage. C'est un peu plus compliqué, il faut convaincre plus de personnes, il faut plus expliquer. Ce n'est pas si facile que ça de trouver un cas d'usage autour de la donnée. La technologie, ça va plus vite. Donc il ne faut pas se faire piéger par la technologie, parce que du coup, après, on ne peut retenir de l'histoire que il y a un data lake avec plein de terabytes de données dedans, mais on n'en fait rien. Donc ça, c'est le risque. Il faut bien travailler les autres dimensions. Mais après, c'est une question de synchronisation et de feeling, j'allais dire, pour savoir à quelle vitesse on fait avancer les 3 et quand est-ce on les fait se rencontrer. Okay, je continue sur ce sujet. Depuis 4 ans, j'ai croisé pas mal de boîtes qui se sont rapidement lancées dans le data lake parce que justement se sont dit « Ok, on va construire notre asset technologique, un data lake, on va mettre toutes les datas dedans, on verra bien ce qui en sort ». Est-ce qu'aujourd'hui,
vous êtes capable de raconter un success stories du data lake. J'en ai pas beaucoup vu encore, des choses qui se sont vraiment passées sur les data lakes. Et est-ce que, justement, cette avancée en crabe, est-ce qu'on a vraiment réussi à faire, ou est-ce qu'il y a eu une sorte de tunnel data lake où les mecs ont fait tout leur boulot dans leur coin sans se soucier des cas d'usage, et maintenant on est en train de rattraper et de mettre des patchs là-dessus pour rajouter des couches qui nous permettraient de traiter en fait les usages du business? Je me permets de répondre. C'est une nécessité dans un groupe comme Natixis et BPCE d'avoir une infra type data lake. Enfin, moi, je ne me prononce pas, hein, je ne suis pas là pour vendre des solutions au métier, mais il faut forcément une infrastructure pour pouvoir croiser des données, pour pouvoir les travailler, les stocker, etc. Donc, elle est en place et ça, c'est super. C'est-à-dire que toutes les équipes ont travaillé dessus pendant quelques temps pour que ça marche. Et de toute façon, on en a besoin. Après, le temps n'est peut-être pas le même. C'est probablement des stratégies à très long terme. Et c'est vrai que on avance en crabe pour arriver jusqu'au bout, comme tu dis. Donc, du coup, on a avancé côté data lake et côté infra, côté capacité à faire. Il y a eu des use cases qui ont été travaillés et qui ont été définis, évidemment. Après, la success story, on a du mal à la raconter, ça c'est sûr. Et c'est bien pour ça que du coup, maintenant que le crabe a avancé côté infra, il faut avancer côté business. Et tout l'enjeu, il est là. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas cette structure-là, je pense qu'on ne pourrait pas avancer. Pas mal des use cases à valeur ajoutée qu'on identifie dans le groupe nécessitent de croiser des données avec les banques et les caisses du groupe et c'est un travail énorme d'accumulation de données, de structuration, de travail, etc. Donc oui, il faut avancer ensemble, mais chacun un peu de concert. Et vous? Alors, c'est pas seulement de la cosmétique, mais on l'a pas appelé Data Lake. On l'a appelé Common Data Hub. Alors, chaque mot compte. Ok. Ah, voilà. Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je pense, alors je sais pas dans vos groupes, mais en tout cas, Engie est un groupe hyper décentralisé. Voilà, il y a 25 BU dans le monde. Chaque patron de BU est responsable de son PNL et un peu finalement le roi dans son royaume. Donc, un data lake version top-down, single platform, chez Engie, ça ne marche pas. C'est-à-dire aller convaincre un CIO, un CEO d'une BU de venir mettre des données dans un truc du groupe sans savoir ce qui va en être fait, ça ne marche pas. On l'avait déjà tenté il y a quelques années et ça ne fonctionne pas. Donc là, on a essayé, et on a réussi, d'avoir une nouvelle approche qui est une approche vraiment bottom-up. C'est-à-dire que chaque entité, sous la responsabilité du CIO, crée son data hub local qui lui permet de stocker ses données dans le cloud. Donc on a fait un choix très, très clair du cloud et d'AWS en particulier. Et on a développé une couche d'intelligence au-dessus de ce cloud qui permet de rendre visible chaque set de données déposé localement par un CIO dans son data hub. Et non seulement visible, mais aussi accessible, en respectant des règles de gouvernance qui sont toujours, bien sûr, à la main du data owner, qui peut décider de, oui ou non, je donne accès physiquement à la donnée que je viens de mettre dans mon data hub. Donc c'est comme ça qu'on a créé progressivement, step by step, ce qu'on appelle notre Common Data Hub. Donc c'est vraiment une vision et une approche très bottom-up et pas du tout top-down. Donc ça, c'est une condition aussi de réussite. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a des solutions technologiques qui nous permettent à la fois d'avoir finalement ce data lake, mais surtout pour des groupes décentralisés. Après, si vous êtes dans une organisation très command and control et vous pouvez faire un truc top-down, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais dans une organisation comme la nôtre, c'était absolument pas possible. Et quel est l'intérêt, juste pour aller au bout du raisonnement, pour le CIO local de mettre ces données? Quel service tu lui fournis? Pourquoi il mettrait ces données dans le Common Data Hub? Alors ça, c'est une très bonne question. L'intérêt, c'est le cas d'usage. C'est-à-dire, c'est lorsque son CEO
va venir lui dire que finalement, en utilisant les données du voisin mélangées avec les siennes, il a une très bonne idée de création de valeur. Et comment se fait-il que son CIO n'a pas commencé à mettre ses propres données sur le Common Data Hub, ce qui lui permet aussi en même temps d'avoir accès aux données du voisin. Donc, c'est là qu'on retrouve l'histoire du crabe, c'est-à-dire qu'en parallèle, il faut bien évidemment travailler sur les cas d'usage et bien sûr faire travailler les CIO de BU sur ces cas d'usage et sur leur stratégie. Et c'est la somme des deux qui fait que le tout prend de la valeur. Alors aujourd'hui, j'ai des cas d'usage, on a à peu près une cinquantaine qui sont opérationnels. Si je suis, j'allais dire, très honnête, je ne suis pas certain que toutes les données stockées sur le Common Data Hub, d'une part, et les cas d'usage et les données traitées par les cas d'usage par ailleurs sont exactement les mêmes. Parce que comme je disais, il faut être assez opportuniste. Dès qu'on peut avancer, on avance. Et puis un jour ou l'autre, tout ça va bien se rencontrer. Donc aujourd'hui, j'ai plus de données, bien sûr, sur le Data Hub qui ne sont utilisées par les cas d'usage. J'ai certaines données utilisées par des cas d'usage qui ne sont pas sur le Data Hub. Ce n'est pas grave, ça permet quand même d'avancer, ça permet de monter en maturité. Et je suis convaincu que tout ça va se rejoindre un jour. Donc il ne faut pas être non plus trop scolaire et trop cartésien, j'allais dire. Il faut être pragmatique et sentir les choses. J'ai deux questions, une pour Gérard et une pour Guiraud. Vous, les données centralisées, c'est le réglementaire qui a fait en sorte que vous deviez les mettre. Donc vous avez déjà un paquet de données plus ou moins dans le data lake de base. Alors, oui et non. Effectivement, on a une réglementation bancaire, pour la nommer, CBS 239, pour ne pas faire peur. Mais du coup, le régulateur des établissements bancaires et financiers en avait un peu marre de voir des données différentes entre les données qu'on leur reportait et les données qui venaient inspecter quand ils venaient chez nous. Du coup, il a fait une réglementation en disant, voilà, vous les banques et les établissements financiers, vous allez mettre en place une gouvernance sur vos données. Vous allez mettre en place les systèmes qui vont bien pour gérer ça correctement et pour pouvoir tracer un certain nombre de données du début jusqu'à la fin et que ce soit plus propre. Donc effectivement, au début, il a fallu répondre à une exigence réglementaire, donc on l'a fait. Après, la demande réglementaire, elle est sur un petit set de données. L'enjeu de la valeur, il n'est pas tant là. On répond à l'exigence réglementaire, ce qui est déjà pas mal, avec ça. Mais effectivement, ça nous a forcé à passer la marche de toute l'infra, toutes les compétences qu'il faut pour faire ça, oui. Mais la valeur, elle est bien au-dessus et il faut mettre d'autres données. Et moi, j'ai la deuxième question, c'est, tu as une deuxième infrastructure technique pour gérer les cas d'usage qui utilisent des données qui ne sont pas dans le data hub ou tu le fais de manière artisanale ou... Non, pas artisanale, mais je n'appellerais pas ça une infrastructure technique, c'est plutôt un content management system. C'est finalement un site web interne qui nous permet d'exposer les cas d'usage, de les décrire en termes de business, de valeur produite, de code utilisé si on est sur des cas d'usage, par exemple l'intelligence artificielle, etc. Quel est le modèle qui a été utilisé? Et donc ce CMS permet de faire circuler au sein du groupe les cas d'usage et dans une logique venant de partage et de réutilisation. J'utilise aussi cette plateforme comme un peu un outil aussi de management de la communauté data, avec des news, etc. Donc c'est pas vraiment... Alors ça fait partie de l'écosystème, mais c'est beaucoup plus light que mon Common Data Hub sur AWS et mon portail API qui permet d'exposer et rendre accessibles les services et les produits data qui ont été développés à partir du Common Data Hub. Donc il y a bien ces trois pôles dans l'écosystème, mais deux sont quand même très orientés, j'allais dire IT, l'autre étant plus orienté finalement communication et communauté. Ok, donc c'est justement sur ce troisième que je veux vous poser une question. De ce que je vois partout, le sujet central maintenant, c'est un sujet d'usage. Et c'est ce que vous répétez depuis tout à l'heure. Il faut arriver à réconcilier les usages avec le business, réconcilier les usages avec la technique qu'on a mis en place. Est-ce que vous avez mis des process? Est-ce que vous avez mis des méthodes en place pour les détecter, pour les évaluer et pour les développer dans des temps raisonnables? Parce qu'on se rend bien compte à un moment que
dans cette fameuse matrice faisabilité-valeur qu'on va réussir à faire une fois qu'on aura listé tous les usages. Je veux dire, tout le monde fait ça. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a d'autres clés ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, si les données, elles dépendent de cette entité-là, bon, je préfère pas faire le cas d'usage parce que ce CIO-là, il va trop m'embêter pour les données, ou j'en sais rien. Est-ce qu'on a des clés autres que les traditionnelles clés de valeur? Ok, on va regarder le ROI et de faisabilité technologico-scientifique qui vont nous permettre de le faire? Elle est compliquée la question. Mais disons que en termes est-ce qu'on a des processus pour aller chercher des cas d'usage, etc. Dans mon entité, en tout cas, on déploie en ce moment un peu des forces de frappe pour accompagner des business units, qui en l'occurrence sont des filiales, sur justement une démarche data. Donc ça veut dire tout un accompagnement en termes d'idéation, en termes de qualification des cas d'usage et évidemment identification de la valeur qu'on peut apporter à ces cas d'usage. Et puis implémentation, parce que finalement on parle beaucoup de data scientist, de valeur de la donnée, etc., de cas d'usage, c'est très bien, n'empêche que la durée de vie, enfin la durée d'implémentation et la complexité d'implémentation, elle reste là, au-delà du sujet du modèle de data science qu'on peut appliquer sur un cas d'usage. Et typiquement là, c'est là où on se frotte là en ce moment. Et on fait du projet classique finalement de déploiement d'une solution dans un SI, d'accompagnement des utilisateurs, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on accompagne un certain nombre de business units comme ça et ça va se déployer de plus en plus pour justement démontrer via le cas d'usage que la démarche vaut le coup. Après, l'enjeu, ça va être que ces démarches-là et ces façons de faire de use case data se pérennisent. Il ne s'agit pas de mettre un gros coup d'accélérateur et qu'ensuite le truc s'arrête et les gens soient pas du tout autonomes sur le sujet. C'est d'autres sources, ce n'est pas les data scientists, c'est d'autres gens qui font ce boulot de... Tout à fait. Alors je sais que Gérard n'aime pas le mot, mais d'évangélisation, de remonter des cas d'usage, d'idéation, etc. C'est d'autres personnes, c'est les gens de chez toi. Ouais, c'est les gens de chez moi et les gens des métiers, parce que ma conviction, mon sujet, c'est l'ownership. Je l'appelle avec un anglicisme pas joli, désolé, mais si les métiers ne prennent pas ces sujets, si c'est pas des gens des métiers qui pilotent ces initiatives-là, on n'y arrivera pas. Hein. Ça va être hors sol et ça va pas livrer de la valeur après. Donc du coup, c'est un mélange entre moi qui pousse et eux qui prennent, et on avance ensemble, et après, hopefully, ils voleront tout seuls de leurs propres ailes sur ça. Et toi, Gérard, il y a une méthode là-dessus? Alors, c'est bien parce que ça m'a permis de réfléchir à la réponse. En fait, moi, je suis convaincu que pour avancer, il faut que les choses, elles existent, et il faut qu'elles soient visibles, à partir et mesurables. Ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Il faut que, globalement, tous les trimestres, on sorte des choses et que ces choses, on soit capable de les mesurer. Sinon, ça reste filandreux et il ne se passe pas grand-chose. Donc, par rapport à ta question, il y a deux choses concrètes qui sont mises en place. La première, c'est pour l'émergence des cas d'usage. On a créé dans chaque BU ce qu'on appelle un data office, qui est piloté par le Chief Data Officer. Donc ça c'est concret. Et ce qui est encore plus concret, c'est qu'il y a des KPI, on a défini un KPI en matière de nombre de cas d'usage. Et cet office, dans chaque BU, tous les trimestres, s'engage sur un nombre de cas d'usage qui doit être produit. Alors les cas d'usage, peut-être qu'il y en a beaucoup qui passeront à la poubelle parce que finalement ils ne sont pas si intéressants que ça, mais force est de constater que y en a quand même un bon tiers qui passe les épreuves. Et avec des méthodes, puisque tu posais la question des méthodes, là pour le coup, sans pour autant faire des Lego ou des Caplas, c'est plutôt du design thinking qui permet de faire travailler finalement différemment des acteurs venant d'horizons différents, pas forcément dans la même business unit aussi, pour croiser des données et des points de vue, et faire sortir des cas d'usage. Donc ça, c'est sur la partie cas d'usage. Sur la partie data science, là, on a créé là aussi, on a mis un nom sur la structure. On appelle ça un data garage. Donc, dans chaque business unit, on a créé un data garage, un petit clin d'œil à la vallée du sud-ouest américain en disant, des fois, des
des choses qui sont nées dans les garages sont devenues des très grandes choses. Voilà, donc on est très ambitieux. Et donc, dans ces data garages, on est chargé de transformer le cas d'usage business en véritable, enfin, en algorithme, en solution. Et là, avec aussi un process qui a été défini. Hein, donc, avec une estimation de la valeur, une estimation de la complexité. Est-ce que ça va être compliqué d'aller chercher les données? Est-ce que ça va coûter cher? Est-ce qu'il va falloir faire beaucoup de cleaning de données, etc. Et en utilisant ces outils de détection de la valeur, ça permet de dire, bah oui, on peut aller à l'étape suivante, on peut développer le cas d'usage, ou non, il vaut mieux s'arrêter. Donc c'est vrai que par rapport à une centaine d'idées, il y en a peut-être que 25 qui sortent à la fin, concrètement, mais c'est 25. Ok. Donc ce que j'entends de vous deux, une sorte de centralisation des outils et des expertises et une décentralisation des usages et de la recherche des usages. Et vous êtes catalyseur entre ces organes centraux qui fournissent des outils, qui fournissent des API, qui fournissent parfois même de l'expertise, et ces choses décentralisées qui doivent remonter les usages. Donc il y a vraiment un organe organisationnel à mettre en place qui est à la fois central et distribué. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le modèle qui vous correspond aux deux? On peut dire ça, oui, et avec tout l'enjeu de gérer cette décentralisation, parce que, encore une fois, les expertises data, elles sont aussi dans les business units, et surtout dans les business units. Surtout chez toi. Voilà, surtout chez moi. Ouais. Oui, moi je pense que, enfin, encore une fois, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, du groupe dans lequel on est. Mais dans un groupe, dans des groupes mondiaux avec des business units tout autour de la Terre, avec une décentralisation très forte de la prise de décision, c'est à la fois important de trouver le bon équilibre entre ce qu'il faut centraliser, et nous en l'occurrence, globalement, c'est l'écosystème technologique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, au stade actuel de la maturité technologique, peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, on pourra aller chercher de la donnée n'importe où et puis complètement virtualisée et on arrivera à faire des data hubs sans aucun problème. Enfin, aujourd'hui, je ne veux pas trop compliquer la vie. Donc, déjà, la condition de réussite, c'est que la technologie permette ce partage de données. Et là c'est du top-down et ça, c'est du centralisé. En revanche, tout ce qui concerne la stratégie et la data science, hein, là, c'est décentralisé, mais avec une forte activité de management de réseau, de communauté, etc., pour faire circuler et partager la connaissance et favoriser la réutilisation. Donc, c'est un savant équilibre. Après, voilà, encore une fois, il est sans doute pas adapté à toutes les organisations, mais pour mon organisation, c'est cet équilibre que j'ai cherché à trouver et que j'essaie de trouver au quotidien. Ok, merci beaucoup. On a dépassé un tout petit peu. On peut prendre une ou deux questions de la salle s'il y en a. Il y en a une. Alors, je ne sais pas s'il y avait des micros qui se baladaient. Non, oui. Tiens. Je ne sais pas s'il fonctionne celui-là. Ah. Je ne sais pas quel numéro c'est. Le 3 peut-être. Le 3. Allô? Oui. Voilà. Donc ma question, je vous ai beaucoup entendu parler de CIO, de cas d'usage, etc., mais pas de DPO. Or, vos data lakes, vous traitez des données personnelles, et ma question c'est comment vous gérez cette problématique par rapport au RGPD? Parce qu'un data lake, c'est facile d'y entrer des données, très difficile d'en sortir, et comment vous gérez la légalité autour de ça, notamment, avec nos données? Alors, bon, je vais commencer. Cette dimension-là, elle existe forcément. Alors, ce n'est pas moi qui en suis en tant que Chief Data Officer. Vous aurez sans doute compris que je ne suis pas positionné sur le côté ni réglementaire ni data privacy. Dans le groupe, il y a un DPO, Data Privacy Officer, qui dépend de la direction juridique. Et c'est lui qui a la charge et la responsabilité de faire respecter la GDPR dans le groupe.
Bien évidemment, ce qu'on a instancié dans le groupe, c'est des outils d'anonymisation, par exemple, qui permettent, si on a entré dans le Data Hub ou Data Lake de la donnée à caractère personnel, j'allais dire éligible à la GDPR, d'avoir les garanties que si on travaille cette donnée, on va absolument être compliant avec la loi. Et donc, on a instancié un outil d'anonymisation qui permet de faire ce travail-là. Voilà. Mais, encore une fois, mon centre principal d'activité n'est pas du legal, c'est vraiment du business. Et finalement, la donnée personnelle représente pèse assez peu dans le data lake par rapport à de la donnée opérationnelle ou de la donnée financière ou de la donnée client, mais plutôt de type B2B. On est de plus en plus quand même, nous, une entreprise de B2B et moins de B2C. Guiraud est experte juridique, donc elle pourra donner son point de vue sur ce qui se passe chez Natixis. Oui, mais c'est pas ma fonction du coup pour le coup. Mais du coup, je rejoins le point de Gérard. Les gens qui gèrent la privacy, qui gèrent GDPR, sont des acteurs de cet écosystème data, évidemment. Et du coup, nous, comment on le gère, c'est tiré par les use cases, c'est-à-dire qu'à partir du moment, alors quand les entités poussent leurs données sur les data lakes, c'est dans ce qu'on appelle un data safe. Il n'y a qu'eux qui ont accès, voilà, donc ça ne change rien par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Par contre, dès qu'on fait un use case qui croise des données, qui utilise les données, là, on fait instruire par les gens qui vont bien pour anonymiser, pour traiter les données. Et au-delà de ça, en tant qu'établissement bancaire, on a un peu une responsabilité aussi sur les données de nos clients et la relation de confiance qu'une banque établit avec son client est clé. Et il y a toute une réflexion dans le groupe et au-delà au sein de BPCE aussi sur qu'est-ce qu'on s'autorise à faire au-delà de GDPR évidemment, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou à ne pas faire avec les données de nos clients. C'est un enjeu fort. Une dernière question, après on doit s'arrêter. En haut, voilà. Il y a quelqu'un qui vient là avec un micro. Super, merci beaucoup. M'entendez ? Oui. Ok. Bonjour, moi je m'intéressais à une question plus particulièrement business, particulièrement pour Natixis. Il y a des choses qui ont accouché d'un point de vue business avec ces data lakes. Est-ce que vous avez vraiment réussi à formenter des offres business suite à la concaténation de toutes ces données? Alors, j'ai pas tant envie de répondre en termes de est-ce que c'est le data lake qui a permis de répondre à des solutions business, mais plutôt est-ce qu'on a trouvé de la valeur business dans le traitement des données, data lake ou pas data lake finalement. Donc la réponse est oui. On a des moteurs de recommandation de produits à vendre à nos clients. Donc ça c'est pour le côté salle de marché, côté banque de financement et d'investissement. Ce même moteur de recommandation est en train d'être implémenté pour notre site de la recherche éco. Alors, je passe les détails, on vend la recherche à nos clients et donc en fonction des articles qu'ils ont consultés et de leur profil client, le moteur leur propose des nouveaux articles. Donc ce type de cas, oui, existe. Et on est en phase de déploiement d'un certain nombre d'autres cas dans d'autres métiers avec croisement de données. Donc c'est en cours, mais du coup, je ne le cite pas parce qu'il n'est pas encore en prod. Et moi, je veux vraiment qu'il sorte avant de pouvoir en parler. Voilà. Donc oui, il y a des exemples, un business, oui. Merci Gérard, merci Guiraud, merci à tous d'être venus. Merci. Merci.